puis-je pas t'aimer? Toi qui m'as gardé comme un trésor dans ton sein. Tu m'as donné la vie. Je t'aime au-delà de la raison. Les souhaits profonds de mon cœur est que Dieu te couvre de tout son amour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Miroir de femmes, une émission socio-culturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Elisabeth Katanda, juriste de formation, mais aussi assistante et chercheure à l'UNIKIL, précisément dans les facultés de droit. Avec elle, nous aurons à parler de son parcours ainsi que de sujets ayant trait à la femme. Bonjour Madame. Bonjour Madame Tiziana et merci pour l'invitation. Le plaisir est partagé. Comment allez-vous? Je vais très bien. En tout cas, après Covid, on a soufflé, ça va. Madame, avant de commencer, d'entrer dans le bain de notre émission, pouvez-vous vous présenter pour mieux éclairer nos téléspectateurs qui nous suivent à cet instant? Je suis Elisabeth Katanda, juriste de formation, chercheure et assistante à la faculté de droit à l'université de Kinshasa. Je suis également secrétaire générale de l'association scientifique Les Cabinets et consultante en droit public des affaires. Madame, parlez-nous de droit de la femme. En fait, c'est un concept que beaucoup de gens ne comprennent pas. Est-ce qu'une femme a-t-elle des droits aussi, comme tout être humain? Normalement, lorsqu'on parle déjà d'un être humain, on l'appelle sujet des droits. Alors, qui dit sujet des droits, c'est-à-dire que la personne a une personnalité juridique. Alors, en temps normal, parler de droits de femmes ne devrait pas se poser parce que quand on parle de sujet de droits, c'est-à-dire on est porteur de droits et des obligations. Mais parce que nous sommes dans une société où la femme a longtemps été esclave, la femme n'a pas bénéficié de ce droit en temps normal. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on martèle sur le droit des femmes alors que normalement, on ne devait pas parler. Si la femme a du droit, oui. Sur les instruments internationaux et nationaux, on peut voir que les droits des femmes sont garantis, contrairement à l'époque où la femme était considérée comme une chose ou comme un esclave. Vous avez dit une femme a des droits comme tout être humain, mais si cette femme a des droits, je doute pourquoi est-ce que la femme est discriminée, soit elle est sujet d'une discrimination au sein de notre société. Simplement, ça, c'est un problème culturel, traditionnel, et puis c'est un problème de société qui a pris du temps. Parce que si on revient même dans la Bible, la femme était une femme qui n'est pas mariée et est soumise à ses parents. Et une fois qu'on s'est marié, on est contraint d'être sous l'autorité de son mari. Alors avec l'évolution, l'on s'est rendu compte que la femme, pour ce qui concerne ses droits, a beaucoup milité. Déjà à l'époque, la femme ne pouvait pas voter. À l'époque, la femme ne pouvait pas acheter sans avoir l'autorisation. À l'époque, la femme ne pouvait pas avoir de droit dans les instances décisionnelles, ne pouvait pas occuper un poste décisionnel. Mais avec l'évolution, l'on se rend compte qu'il y a, même si on n'a pas encore des résultats satisfaisants, mais l'on peut quand même se réjouir de ce qu'on a comme évolution parce que aujourd'hui, on parle de droits des femmes. Aujourd'hui, il y a l'élimination de toutes les violences faites à la femme. Aujourd'hui, on a la campagne de Beijing 25 qui est arrivée en 1995. Aujourd'hui, on parle de la résolution 1325 qui parle de la participation de la femme en temps de conflit. Aujourd'hui, avec la constitution de 2006, on parle de la parité entre hommes et la femme. Aujourd'hui, avec 2010, ONU Femmes est arrivé en République démocratique du Congo qui prône aussi les droits des femmes. Aujourd'hui, en 2015, nous avons la droit sur la parité et puis les codes de la famille qui a été révisé en supprimant certaines barrières, entre autres l'autorisation maritale qui empêchait à ce que même la femme puisse, pour travailler, devrait avoir l'autorisation de son mari. Donc, on n'est pas encore dans le résultat,
que l'on souhaite, mais déjà on peut parler d'une évolution et ça fait du bien. Ok. Madame, d'après vous, quand vous étiez en train de parler, vous avez parlé de la parité. Est-ce que ici dans notre pays, y a-t-il égalité entre l'homme et la femme Est-ce que la femme est-elle représentée dans tout le secteur? Est-ce que cette représentation est-elle effective ici dans notre pays? L'égalité, déjà quand on parle de l'égalité, on ne parle pas de l'égalité dans tous les domaines. On parle beaucoup plus de l'égalité de chance. Et ça, c'est par rapport aux compétences dans le milieu professionnel. Parce que sur le plan biologique, on ne peut pas parler de l'égalité entre l'homme et la femme. Ça, c'est ce que Dieu a créé, on ne peut pas les changer. Alors, si plutôt on martèle sur la parité, on veut simplement à ce que la femme puisse également occuper des postes comme les hommes, autant qu'elle a de compétences et des qualités que les hommes ont aussi. Si c'est effectif, je dirais que les résultats, comme je le disais tantôt, ne sont pas satisfaisants, mais aujourd'hui, on sait voir qu'il y a évolution. Dans le sens où, déjà, même au niveau de l'Assemblée nationale, c'est une femme qui dirige. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment inconcevable de voir une femme occuper un poste parmi les institutions politiques comme ça. Donc, la femme n'est pas représentée dans toutes les institutions. C'est encore un problème où on doit se battre pour ça. Mais on peut se vanter de ce qu'il y a pour le moment. Et on se bat pour atteindre un pourcentage beaucoup plus élevé. Madame Elisabeth Katanda, vous êtes également aussi activiste de droits de la femme, je pense. Oui. Étant activiste, quelle est concrètement votre contribution au sein de notre société? Voilà, je suis, en tant qu'activiste, j'évolue au sein de l'association scientifique Les Cabinets, où je suis secrétaire générale. Et là, nous nous battons d'abord pour l'information et la formation. Vous savez, madame, lorsque vous circulez à Kinshasa, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de structures de femmes. Beaucoup parlent de droits de femmes. Mais nous, en tant que structure, l'on se base toujours à se demander la question de savoir, est-ce que quand on parle de droits des femmes, tout le monde comprend c'est quoi les droits des femmes? Allons d'abord dans une approche pédagogique. Est-ce que tout le monde sait, si on parle de droits des femmes, c'est quoi? Quel est le contenu qu'il y a là derrière? Donc, au sein de l'association scientifique Les Cabinets, dans notre activisme, nous militons d'abord pour l'information, c'est-à-dire essayer d'informer à toutes ces femmes qui envisagent d'occuper les instances décisionnelles sur ce qui existe. Déjà, donc, si je pense bien, vous faites de sensibilisation? Oui. Déjà, en parlant même des instances décisionnelles, il n'y a pas seulement les institutions politiques. Oui. Il y a aussi les services publics, il y a les établissements publics, il y a les établissements d'intérêt public, il y a les entreprises publiques. Alors, on ne peut pas parler des instances décisionnelles en se renvoyant directement seulement au Parlement ou au gouvernement. Une femme peut se préparer à occuper un poste décisionnel en étant par exemple directeur général d'une entreprise publique ou d'un établissement public. Oui. Donc nous, dans notre activisme, on milite d'abord pour informer les femmes sur les institutions politiques qui existent, on milite pour renseigner sur les entités territoriales décentralisées qui existent, on milite pour essayer d'apprendre aux femmes qu'on ne peut pas seulement être député. Il y a, par exemple, aujourd'hui, on parle de la décentralisation, il y a les entités territoriales décentralisées. Nous avons le province. Alors, toutes les femmes doivent savoir, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir bourgmestre, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir gouverneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir maire de la ville, par exemple. Oui. Au-delà de ça, il y a aussi ce qu'on appelle les hauts fonctionnaires de l'État. Dans le haut fonctionnaire, il y a la plus grande fonction dans la fonction publique, c'est le secrétaire général. Alors, lorsqu'on milite pour les instances décisionnelles, il faut aussi commencer d'abord par informer les femmes quels sont les services publics qui existent, quels sont les établissements publics qui existent, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir, par exemple, secrétaire général dans un établissement public, dans un ministère, et comment s'y préparer. C'est comme ça qu'on a parlé de l'information et de la formation. Dans la formation, on essaie de renforcer les compétences de ces femmes. Chaque femme, selon ses aspirations. D'accord. Votre siège, c'est où? Nous sommes sur l'avenue Père Boka, numéro D à la commune de Goli. Vous organisez des formations, des séminaires? Nous sommes dans des sensibilisations. Dans nos moyens d'action, il y a des conférences. Nous avons des formations. Dans nos conférences, on vise d'abord à informer.
On peut aller sur une question d'actualité ou sur une question de droit. Sur une question de droit, par exemple, récemment, nous avons eu une conférence par rapport à la Cour pénale internationale où, au-delà d'analyser les 23 ans d'existence de la Cour pénale internationale, on voulait d'abord renseigner à toutes les femmes, lorsque vous entendez Cour pénale internationale, c'est quoi? Aujourd'hui, tout le monde parle du rapport mapping, conflit, il y a impunité. Bon, s'il faut qu'on revienne d'abord par rapport au terme. C'est quoi la Cour pénale internationale? Quel est son rôle? Et qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui existe déjà? Alors, en dehors de ça, nous avons aussi des séances d'encadrement des étudiants parce que l'on se rend compte que la manière dont nous étudions, des fois, ça ne nous facilite pas d'avoir de bagages escampés. Suite au Covid-19, quelle est votre contribution en tant qu'activiste? Voilà, en tant qu'activiste, déjà au niveau de l'association scientifique Les Cabinets, dès lors qu'on a annoncé l'état d'urgence, on s'est dit qu'on devait prendre en charge nos étudiants en droit pour essayer de les maintenir dans le bain du droit. On a organisé premièrement un concours virtuel de rédaction. On a voulu à ce que chaque étudiant en droit écrive dans 2 pages des thématiques qu'on avait envoyées. C'est un concours qui a été rémunéré à la fin. C'était avec le fonds propre. Après ça, on a organisé encore un autre webinaire. C'était par rapport à la Journée internationale sur l'hygiène menstruelle le 28 mai. Là aussi, on a voulu, par rapport aux femmes, d'abord essayer de les sensibiliser parce qu'on s'est rendu compte que contrairement à nos mamans de l'époque, nous, les femmes du 21e siècle, on est victimes de beaucoup de maladies gynécologiques que nos mamans ne souffraient pas. Oui. Et parmi ces maladies gynécologiques, beaucoup sont dues à l'hygiène menstruelle. L'hygiène menstruelle d'abord de femmes elles-mêmes, mais aussi par rapport à une négligence de pouvoir public dans les services hygiéniques que les femmes utilisent. Alors, par ces webinaires, c'était toujours en ligne. C'était toujours en ligne parce qu'on ne pouvait pas se voir suite à l'état d'urgence. Alors, on a voulu d'abord sensibiliser les femmes d'abord à leur propre responsabilité pour pouvoir se protéger, bien prendre soin pendant la période menstruelle. Mais au-delà de ça, on a voulu sensibiliser les femmes par rapport à ce qu'ils utilisent comme serviettes hygiéniques. En tant que juriste, on s'est dit que les femmes sont des consommatrices de serviettes hygiéniques. Alors, en tant que consommatrice dans le droit de la consommation, il y a les droits à l'information. Or, si vous essayez de jeter un coup d'œil par rapport aux serviettes hygiéniques jetables qu'on vend dans nos supermarchés, nos boutiques, on va se rendre compte que beaucoup ne disent pas les contenus de ces serviettes hygiéniques. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait avec quelle substance on a fait pour blanchir ces serviettes hygiéniques, pour parfumer et tout ce qu'il y a avec. Et avec les études, parce qu'on avait une biologiste qui était là, une environnementaliste qui a essayé de nous faire comprendre comment ces serviettes hygiéniques jetables nuisent à la santé. La biologiste a essayé de nous faire comprendre comment beaucoup de nos serviettes hygiéniques jetables sont faites avec des substances chimiques nuisibles qui contribuent à beaucoup de maladies gynécologiques comme l'endométriose, les cancers. Donc, c'était un moyen pour nous, l'association scientifique Les Cabinets, de sensibiliser les femmes autant qu'ils peuvent. S'ils peuvent utiliser des serviettes hygiéniques jetables, oui. Mais aussi un appel pour le gouvernement pour essayer de veiller à ce que les serviettes hygiéniques qui sont vendues sur le marché, qu'on puisse mentionner avec quoi on a fait ces serviettes hygiéniques. Vous avez suggéré qu'il y ait au fait une notice à l'intérieur? Pas des notices, mais nous renseigner sur le contenu de ces serviettes hygiéniques. Parce qu'en tant que consommatrice, on a droit à l'information. Alors que dans ces serviettes hygiéniques, beaucoup ne disent pas si on a fait avec quoi pour blanchir la composition de ces serviettes hygiéniques. Mais en dehors de ça, il y avait également la Journée internationale sur les violences sexuelles en période de conflit. Alors, nous avons également fait encore une émission où on a voulu d'abord faire comprendre à la population congolaise, toujours en ligne, à la population congolaise que quand on parle de violences sexuelles, en fait, les violences sexuelles, ce n'est pas une infraction. Mais il y a en son sein un ensemble d'infractions qui sont à 16. C'est par rapport à la loi du 20 juillet 2006 qui a inauguré. Vous dites là, ce n'est pas une infraction, donc vous invitez les hommes à faire de violence? Non, quand on parle, en fait, les termes ou le vocabulaire violence sexuelle, en soi, ce n'est pas une infraction. Mais au sein du vocabulaire violence sexuelle, il y a 16 infractions, parmi lesquelles il y a le viol, il y a l'harcèlement sexuel, il y a l'attentat lapidaire, il y a l'esclavage sexuel. Alors que beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent violence sexuelle, ils se disent que c'est ça l'infraction. Non, au sein des violences sexuelles, il y a 16 infractions. Alors, par ce webinaire-là qu'on avait fait en ligne, c'était pour renseigner les gens. C'était quand?
C'était le 26 juin, le 19 juin, pardon, 19 juin de cette année. On a voulu renseigner d'abord sur ces 16 infractions que beaucoup de gens ne savent pas. Par exemple, la mutilation sexuelle, le proxénétisme, l'esclavage sexuel, l'harcèlement sexuel, les viols. Tout ça, ça constitue les infractions ces infractions constituent ce qu'on appelle les violences sexuelles. Mais en dehors de ça, nous avons également tenu un webinaire encore par rapport à la Cour pénale internationale, comme je vous ai dit. Et en dehors de ça, nous avons également tenu un autre webinaire qui parlait de l'apport au fait du Covid, de la réglementation, les restrictions de droits des citoyens, comment ça s'est fait, les rapports entre le Parlement et le pouvoir judiciaire. On s'est juste dit qu'on ne peut pas se voir, oui, il y a des mesures, des barrières, oui, mais en tant que structure scientifique, on peut évoluer en informant les gens, mais aussi en formant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas des informations, mais par nos webinaires, qui se sont dit, voilà, j'ai appris qu'il y a le droit mensuel qui existe, on a appris que la CPI existe et qu'à ce jour, la CPI a 23 ans, même si jusque-là, il y a encore des questions qui se posent par rapport à l'état d'urgence, les droits et libertés fondamentaux qui étaient limités pendant la période du Covid. Ce sont des activités où on s'est dit qu'il était important, même en ligne, de les faire pour pouvoir occuper non seulement les étudiants en droit, mais la communauté congolaise en général. Madame Elisabeth, vous êtes également chercheure et assistante à l'Université de Kinshasa. Et tant que femme, quelle lecture faites-vous en ce qui concerne l'harcèlement sexuel en milieu universitaire? Voilà, l'harcèlement sexuel, comme je le disais tantôt... Parce qu'il y a beaucoup de filles, jeunes filles et femmes qui sont victimes de cet acte-là dans des différentes universités de notre pays. Comme je le disais, ça fait partie des 16 infractions qui constituent les violences sexuelles. Alors, en tant que légaliste, déjà, parce que ce que nous faisons, c'est d'abord informer. L'harcèlement sexuel, c'est un comportement persistant qui se déduit par les gestes, par les paroles, par les menaces, par les contraintes à l'égard d'une personne pour avoir les faveurs sexuelles. Ça, c'est la définition. Alors, au-delà de ça, il y a aussi l'information que l'on peut donner aux gens, c'est que l'harcèlement sexuel étant une infraction est sanctionné. C'est-à-dire, une femme qui se sent harcelée, qui a des preuves. Quand je parle de preuves, c'est-à-dire qui a des preuves de paroles, des gestes, de menaces, des pressions graves, des contraintes qui l'empêchent en fait de vivre paisiblement parce que toutes ces paroles, ces gestes, c'est pour avoir des faveurs sexuelles. Et que cette femme-là porte plainte, la loi prévoit la servitude pénale d'1 année à 12 ans de servitude pénale. Alors ça, c'est pour l'harcèlement sexuel. C'est prévu dans l'article 174 de la loi du 20 juillet qui vient réviser les codes pénals 1979. Alors ça, c'est la première information par rapport à l'harcèlement sexuel. Parce que beaucoup en parlent avec légèreté, pensant que c'est un fait social. Non, c'est une infraction. Il suffit d'avoir des preuves et puis d'aller porter plainte. Parce qu'il ne suffit pas de dire que non, telle personne harcèle, tel professeur harcèle. Il faut aller porter plainte. Oui. Preuves également. Il faut qu'il y ait une plainte. Et dans la plainte, on a de preuves. Dans le preuve, comme je l'ai dit, il faudrait d'abord prouver qu'il y a eu un comportement persistant. Et ces comportements persistants, c'est déduit par des paroles, par des gestes, par des menaces, par des contraintes. Alors, comme phénomène, moi je dis toujours, il y a la responsabilité, il y a une double responsabilité. D'abord, la responsabilité des autorités académiques. Mais au-delà de ça, il y a également la responsabilité de la jeune femme elle-même. C'est vrai, c'est une infraction où il faut les traiter au cas par cas parce que chaque femme a son histoire par rapport à l'harcèlement sexuel. Par rapport à nos autorités académiques, sur le plan sociologique, on se rend compte que beaucoup de ces femmes qui ont dit accuser tel professeur, qu'est-ce qu'elles ont comme conséquence? Beaucoup n'arrivent pas à finir les études parce que, voilà, au nom de la solidarité de professeurs ou soit des personnels académiques, cette étudiante se voit
se voient dans l'impossibilité de finir les études parce que partout on la bloque. Il y en a même qui suivent cette étudiante dans d'autres universités. Elle quitte par exemple l'UNIKIN pour le bel campus, comme ce sont presque le même professeur, ou soit pour l'UPC ou l'ICC. On se rend compte qu'au nom de la solidarité ou la mauvaise foi de cette personne qui l'a harcelée sexuellement, l'étudiante ne sait plus être à l'aise. Alors, comme je le disais, responsabilité de nos autorités académiques, c'est rassurer à ces jeunes femmes qui ont le courage d'aller accuser qu'elles peuvent poursuivre calmement leur cursus académique. Mais par rapport aux jeunes femmes, il y a aussi leur propre responsabilité parce qu'il y a de ces femmes qui elles-mêmes se rendent vulnérables à l'harcèlement sexuel. Il y a par exemple par rapport à l'habillement de femmes, une femme qui ne s'habille déjà pas très bien et qui, au-delà de ça, elle-même s'expose, se met dans les circonstances qui lui rendent vulnérable. Alors, c'est une responsabilité, comme je l'ai dit, c'est en dehors de cas par cas, parce qu'il y a aussi des étudiantes qui n'ont rien fait, simplement parce qu'on a voulu répondre à un TPO, soit aller revendiquer un droit, et du coup, on devient victime d'harcèlement sexuel. Donc, il y a les cas par rapport à la question, mais de manière générale, moi, je pense que nos autorités simplement académiques doivent garantir aux étudiantes qui sont courageuses, qui dénoncent l'harcèlement sexuel, qu'elles peuvent continuer calmement ou aisément leur cursus académique. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on a dénoncé un professeur qu'on devient la cible de tous les professeurs partout où on passe. Et par rapport aux femmes, moi, je pense que les femmes doivent elles-mêmes aussi être responsables parce que nous savons que Dieu nous a créés pour être attirantes. Déjà, une femme, lorsqu'elle est quelque part, elle rayonne. Alors, on doit être conscient de ça. Elle est une étoile, en fait. Oui, on doit être conscient de ça dans notre habillement, dans notre comportement, mais aussi par rapport à notre responsabilité au niveau universitaire. Lorsqu'on est venu pour avoir un titre académique, il faut payer les prix. Il ne faut pas chercher à manquer des compétences, se retrouver dans des circonstances qui pousseront à ce que quelqu'un, pour mériter ses cotes, qu'on commence à nous suivre pour avoir des faveurs sexuelles. C'est une réalité, mais on essaye de petit à petit à sensibiliser à notre niveau, en tout cas au niveau de l'association scientifique des cabinets. C'est pourquoi nous renforçons les compétences de femmes et les étudiantes en droit. Nous voulons à ce que nos étudiantes aient des compétences de sorte qu'elles ne se retrouvent pas dans les circonstances où, à cause de l'incompétence ou de l'incapacité, qu'elles soient victimes d'harcèlement sexuel. Madame, ça fait combien de temps vous êtes assistante à l'UNIKIN? Ça fait combien de temps? J'ai fini en 2017, donc c'est depuis 2017 que je suis assistante d'enseignement à l'Université de Kinshasa. Étant femme, quelles sont les difficultés rencontrées dans ces métiers d'assistante? Bon, jusque-là, les difficultés que je rencontre, c'est d'abord suivre une carrière scientifique n'est pas une carrière qui est, je peux dire, séduisante pour les femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Or, à un certain niveau, lorsqu'on poursuit une carrière, c'est vrai, il faut de la persévérance, de la détermination. Mais on se sent encouragé lorsqu'on sent qu'autour de nous, il y a aussi des femmes qui ont ce rêve-là de devenir professeur demain, de poursuivre une carrière scientifique. Alors, parmi les difficultés, aussi le fait qu'il n'y a pas des motivations de femmes comme ça, il y a plutôt des découragements. Quelqu'un qui te dit, mais qu'est-ce que tu cherches là-bas? Tu as déjà étudié, c'est bon, il faut chercher à se marier, il faut chercher à penser à autre chose. Donc du coup, quand penser à autre chose en pensant à avoir une carrière scientifique, il y a trop de préjugés dans notre société. Alors, heureusement pour nous, on est déterminante et on ne se laisse pas décourager. Mais sinon, il y a un peu ça, ces stéréotypes et les préjugés de gens qui nous entourent, qui sont censés nous encourager. Au sein de l'UNIKIN, avez-vous une structure de femmes? À l'UNIKIN, non. Simplement l'association scientifique Les Cabinets qui milite, parmi ses objectifs, qui milite pour la promotion et la vulgarisation des droits de femmes. Vous travaillez en partenariat aussi avec les universités? Oui, justement, au sein de l'association scientifique Les Cabinets, il y a toutes les universités. À ces jours, nous avons l'UNIKI, nous avons l'UPC, nous avons l'UCC, nous avons l'ILK, nous avons William Booth, nous avons les membres qui sont de l'université de Goma, de Kisangani,
pour dire que c'est nous, notre souci, c'est rassembler les étudiants et les ressortissants de toutes les universités. Et ça nous permettra de bien rassembler nos forces. Elisabeth Katanda, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Dites un mot à toutes les femmes qui nous suivent à ces instants, un conseil, une suggestion et autres. Voilà, aux femmes qui me suivent, c'est juste un encouragement, d'abord par rapport aux droits des femmes, qu'actuellement, le droit des femmes a évolué, l'arsenal juridique est satisfaisant dans le sens où, comme je l'ai dit, sur le plan national, on a la Constitution de 2006. Après ça, nous avons ONU Femmes qui est arrivée en 2010. Après, nous avons la loi sur la parité en 2015. Nous avons la révision du Code de la famille. C'est pour dire aux femmes que l'arsenal juridique est assez riche pour pouvoir mettre en valeur leurs droits. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire à notre niveau? C'est se préparer. En se préparant, c'est-à-dire aiguiser les compétences réelles, chaque femme selon ses aspirations pour pouvoir occuper les postes décisionnels. Comme je l'ai en tout cas répété pendant l'intervention, quand on parle des instances décisionnelles, ce n'est pas seulement être au Parlement, ce n'est pas seulement être dans un ministère donné. Dans les instances décisionnelles, il y a les institutions politiques, il y a les institutions administratives. N'est-ce pas que ça fait beau d'entendre que telle femme est secrétaire générale, par exemple, au ministère du Budget. Une personne qui est secrétaire générale au ministère du Budget n'est pas politique et administratif. Mais cette personne-là est en train d'occuper un poste décisionnel. Donc, moi, c'est un encouragement aux femmes. Travailler les compétences, chacun selon ses aspirations. Nous avons les services publics, nous avons les établissements publics, nous avons les entreprises publiques. Chaque femme devrait se voir, moi, je me vois plus où. Alors, là où on se va, on doit commencer à travailler nos compétences. Ne pas seulement rester avec nos compétences qu'on a à l'université. Travailler nos compétences par les formations que nous avons par-ci, par-là dans la ville. C'est aussi un appel où nous faisons à notre niveau, nous faisons des formations pour apprendre aux gens c'est quoi les institutions publiques, c'est quoi les institutions politiques, c'est quoi les institutions administratives, c'est quoi les entités territoriales décentralisées. Comment on arrive à devenir bourgmestre, gouverneur. Tout ça sont des questions où on est censé informer les femmes. Et les femmes, après l'information, doivent maintenant se former. Se former, c'est-à-dire avoir les compétences pour pouvoir occuper ces postes. Je répète encore, dans les instances décisionnelles, il y a aussi les organismes internationaux. C'est vrai, c'est beau d'entendre, par exemple, que telle femme est secrétaire générale à ONU, par exemple. C'est beau d'entendre ça. Or, pour arriver là, il faut travailler les compétences et travailler ça ardemment. Mais aussi, un autre appel que je vais dire à la fin, c'est qu'il faut travailler les compétences rares. Aujourd'hui, tout le monde se contente de la même chose parce que c'est séduisant quand on parle de ça. Tout le monde veut être là-bas. Alors que moi, je prends toujours un témoignage d'une femme récemment qui a été nommée dans un service public qu'on a créé récemment, simplement parce qu'elle avait des compétences rares. Je parle de la femme qui a été nommée dans l'agence sur l'électricité. C'est une femme qui a évolué à part, qui a aiguisé ses compétences, et à un certain moment, on se rend compte que dans les compétences qu'on cherche, c'est elle qui en a. Alors, un appel pour les femmes, travaillons dans les formations, faisons un effort d'avoir un budget de formation chaque trimestre, mais au-delà de ça, cherchons les compétences rares. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un grand merci au Centre PACOM. Le Centre PACOM est une œuvre de la communauté de Mediasport qui contient le studio PACOM ainsi que librairie de Saint-Paul. Pour tous vos achats des ouvrages, veuillez vous rejoindre ici. Il se trouve à la 10e rue industrielle. Un grand merci à tout le monde qui nous ont suivis de loin ou de près, sans oublier Madame Dorcas Païpaï. Abonnez-vous massivement à notre chaîne My Destiny pour suivre l'intégralité de cette émission. Et moi, je vous dis, on se retrouve très prochainement. Bye. Maman, comment ne puis-je pas t'aimer? Toi qui m'as gardé comme un trésor dans ton sein. Tu m'as donné la vie. Je t'aime au-delà de la raison. Le souhait profond de mon cœur est que Dieu te couvre de tout son amour.